Pour un bon suivi de tous les projets présidentiels, un comité interministériel sous l'autorité du Premier ministre vient d'être mis sur orbite et déjà pour les premiers projets énergétiques, routiers et agricoles, il faudra 6 000 milliards de francs CFA. Pour parler d'Alger, la coordination des mouvements politico-armés de l'Azawad revient à la table de négociation après avoir quitté la salle. La médiation décide de prendre en compte les divergences. Pour faire face à l'épidémie de la fièvre hémorragique Ebola, le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit en urgence et décide de la création d'une mission des Nations Unies de lutte contre Ebola. Nous sommes vendredi 19 septembre, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons par le communiqué du Conseil des ministres extraordinaire qui s'est tenu aujourd'hui au palais de Koulouba sous la présidence du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Bonsoir Ibrahima Djambélé. Bonsoir Aoui Touré. Nous ne sommes pas mercredi, nous sommes vendredi. Avec vous donc, lecture du communiqué de ce Conseil des ministres extraordinaire. Merci, mesdames et messieurs, bonsoir. Au chapitre des mesures réglementaires sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant le régime des marchés de travaux, de fournitures et des services exclus du champ d'application du décret numéro 08 485 PRM du 11 août 2008 portant procédure de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de services publics. Le Code des marchés publics, en son article 8, prévoit que les marchés de travaux, de fournitures et de services relatifs aux besoins de défense et de sécurité nationale, exigeant le secret ou pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l'État est incompatible avec des mesures de publicité, sont exclus de son champ d'application. Cependant, compte tenu des difficultés d'application que cette disposition dérogatoire a connues dans la pratique, il est apparu nécessaire d'en définir les conditions, notamment en fixant les règles propres à la passation des marchés concernés. Le présent projet de décret a été adopté dans ce sens. Il détermine le périmètre d'application du secret en matière de défense en dressant une liste de travaux, de fournitures ou de prestations dont l'acquisition peut justifier le recours à la procédure dérogatoire prévue à cet effet. Il circonscrit la notion d'intérêt essentiel de l'État en la définissant et en précisant les conditions dans lesquelles cette disposition peut être utilisée. Il définit les modes de passation en prévoyant l'appel d'offres restreint et la négociation directe. L'appel d'offres restreint constitue pour l'autorité contractante à mettre en concurrence une liste de candidats choisis sur un répertoire annuel de fournisseurs établi suite au lancement d'un avis de manifestation d'intérêt ou d'une procédure de préqualification. La négociation directe se justifie en cas d'urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles ou de force majeure ou lorsqu'il existe un droit exclusif ou un monopole dans le domaine concerné. Les modalités de passation des dits contrats sont aussi précisées. Le projet de décret adopté désigne aussi les autorités ainsi que les seuils de conclusion et d'approbation des marchés passés sous le sceau de secret en matière de défense ou au titre de la sauvegarde des intérêts essentiels de l'État. Il prévoit enfin un audit de l'ensemble des marchés par le contrôle général des services publics et institue une obligation pour les ministres concernés d'établir chaque année un rapport sur l'état d'exécution des dits contrats à l'attention du président de la République et du Premier ministre. Merci Ibrahima Djambélé. Nous allons rester au palais de Koulouba pour dire que le président de la République a successivement reçu en audience le directeur des instituts nationaux de la santé des États-Unis, les médailles d'or de l'indépendance du Mali et le ministre de la Défense du Tchad. Avec le premier, les échanges ont porté sur la construction d'un centre universitaire de recherche clinique ici à Bamako. Avec les médaillés de l'indépendance, le chef de l'État a échangé avec eux sur plusieurs sujets intéressants. La vie de la nation. La troisième audience était accordée, je le disais tantôt, au ministre de la Défense du Tchad. Moussa Fane a suivi ces différentes audiences. Voici son compte rendu. Entre le président de la République et le ministre tchadien de la Défense, c'est la sécurité qui a dominé les échanges.
Les ministres tchadiens étaient venus s'enquérir des conditions de travail des militaires tchadiens au Mali. Au cours de cette audience, le président de la République a présenté ses condoléances aux autorités du Tchad et au peuple tchadien suite à la mort des militaires de ce pays ami tombés sur le champ de l'honneur. Auparavant, le président de la République avait reçu en audience les directeurs des instituts nationaux de la santé des États-Unis. Ce pays veut construire un centre universitaire de recherche clinique à Bamako pour développer les recherches cliniques en Afrique et rapprocher les centres des patients africains. L'idée, c'est d'essayer de mettre ensemble sous une seule parapluie toute la recherche clinique au Mali. La rencontre avec le président était parfaite, c'était excellent et il appuie beaucoup nos initiatives. Il aide beaucoup nos démarches et il nous supporte beaucoup tout ce qu'on fait avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et puis avec le ministère de la Santé publique et dans la sous-région. Il faut souligner que le centre universitaire de recherche clinique sera construit dans l'enceinte de l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako. Ces activités de recherche devraient porter sur les maladies infectieuses et allergiques. Le président de la République a également reçu les médailles d'or de l'indépendance. Sur les 415 médailles d'or, il en reste 6. Le chef de l'État a échangé avec eux sur plusieurs sujets d'intérêt national. Nous sommes venus voir le président de la République pour la première année de son investiture. Nous soutenons sa vision de faire le Mali indivisible et le Mali prospère. Aujourd'hui, nous sommes en voie d'espérer. Et nous demandons à tous les peuples maliens de se souder derrière ce timonier que est le président Ibrahim Boubacar Keïta pour sauver le Mali. Les médailles d'or ont réitéré leur soutien au président de la République pour ses initiatives de paix dans notre pays. Il existe désormais dans notre pays un comité interministériel de suivi des projets présidentiels. Il est placé sous l'autorité du Premier ministre et est chargé d'identifier les projets, de procéder aux études de faisabilité et de mobiliser des financements en vue de leur mise en œuvre. Parmi les projets déjà identifiés, on dénombre des projets d'infrastructures routières, énergétiques et des aménagements agricoles. Et la mise en œuvre de ces projets nécessite une enveloppe de 6 000 milliards de nos francs. Bourama Traoré, compte rendu. Pas une minute à perdre pour traduire dans les faits les promesses électorales du président de la République. C'est ce à quoi s'attelle désormais un nouveau comité de suivi des projets présidentiels. Le comité qui s'est réuni pour la première fois a identifié certains grands projets qui touchent presque tous les secteurs vitaux du pays, économie, agriculture, infrastructure et énergie, j'en passe. Il s'agit en clair d'investir suffisamment dans ces domaines afin de changer le visage du Mali. Il ne s'agit ni plus ni moins que de changer le visage de notre pays et de le mettre sur les rails de la prospérité en le dotant d'infrastructures, en le dotant de capacités de production énergétique, en le dotant de commodités qui devraient améliorer de manière significative la vie de nos compatriotes. Pour y arriver, le gouvernement se doit de mobiliser des ressources financières importantes qui s'élèvent à des centaines de milliards de francs CFA. On parle de projet pour 6 000 milliards de francs CFA. Et ça, c'est ce qui a été identifié comme projet pour le moment. Maintenant, il s'agit de voir concrètement, projet par projet, comment tout cela, tous ces financements peuvent être optimisés. Parce qu'on peut donner des chiffres juste avant les études. Il y a des projets qui sont à étudier. Il y a des projets à partir des réflexions qu'on va mener et dans les approches qui vont être affinées au fur et à mesure. Pour mobiliser les 6 000 milliards de francs CFA et même plus, le gouvernement veut aller au-delà de l'apport des partenaires techniques et financiers. Il s'agit donc de réfléchir aux options de financement alternatifs car les sentiers sont vastes. Si je prends l'exemple de la zone de l'Office du Niger, il ne s'agit pas de réaliser 1000 ou 2000 hectares chaque année, mais il s'agit de réaliser des dizaines de milliers d'hectares, nécessitant des dizaines, des centaines de milliards de francs CFA. Donc, il nous faut, parallèlement à la bonne préparation des projets, identifier et mettre en œuvre de bonnes stratégies de financement
de stratégie de financement qui ne déséquilibre pas le pays. La finalité étant d'accroître le taux de croissance économique au Mali et d'améliorer le niveau de vie des Maliens. La coordination des mouvements politico-armés de l'Azawad a repris langue depuis hier avec le gouvernement malien autour de la table de négociation au pourparlers d'Alger. Cette coordination, qui avait quitté la salle peu après le lancement de la phase des négociations directes, a vu ses préoccupations prises en compte par la médiation. Ainsi, les groupes armés, ne voulant pas s'asseoir à la même table, travaillent désormais avec la médiation de façon séparée. Envoyé spécial Alger, Aboubakar Traoré et Yaya Konaté. Le boycott aura duré près de 72 heures. Après avoir quitté la salle des négociations directes le lundi 15 septembre, la coordination des mouvements politico-armés de l'Azawad décide de la réintégrer ce 18 septembre, non sans avoir obtenu une prise en compte de ses griefs auprès de la médiation. Ces groupes armés qui ne voulaient pas être assis à la même table que la CM-FPR, non signataire du protocole d'entente du 12 septembre, auront donc leur table à eux avec le gouvernement sous l'égide de l'équipe de médiation. Première séance de travail au sein de ce que la coordination considère comme le tout premier des groupes thématiques, celui chargé des questions politiques et institutionnelles. On revient aujourd'hui pour vraiment discuter en toute franchise, en toute sincérité, vraiment poser tous les sujets sur la table et commencer les vraies négociations avec l'État malien. Je pense qu'il n'y a pas de mots ni de sujets qui doivent être tabous. Si les gens veulent arriver à une solution, je pense qu'ils doivent avoir le courage et prendre leurs responsabilités à bras le corps pour parler de tous les problèmes qui ont secoué le nord du Mali comme le sud du Mali. Et je pense que nous sommes revenus aujourd'hui pour justement parler de ces problèmes-là et nous comptons poser tous les problèmes et donner notre vision de comment est-ce que cette crise-là peut être résolue. Les conditions qu'on avait mis en avant la dernière fois qui a justifié le fait qu'on s'est retiré de la salle, je pense que c'est les préoccupations qui ont été prises en compte par l'équipe de médiation internationale. C'est ce qui explique que ce matin, nous sommes revenus. La médiation change donc de fusil d'épaule et pour l'instant, les groupes armés qui ne veulent pas être ensemble travaillent de manière séparée avec le panel de médiateurs. Quelque peu préjudiciable au caractère inclusif des pourparlers, estime-t-on dans la délégation gouvernementale, mais ici, on fera sans doute, contre mauvaise fortune, bon cœur. Nous sommes dans des pourparlers qui sont des pourparlers censés être inclusifs, pas que nous le voulions, mais c'est aussi des dispositions des résolutions des Nations Unies qui ont souhaité pour qu'il y ait une paix durable, il faut un processus inclusif, en ce sens que toutes les parties prenantes, que ce soit le gouvernement ou les communautés ou les populations maliennes, doivent avoir leur mot à dire pour que le résultat final soit satisfaisante et prendre en compte les préoccupations de tout un chacun. Donc par rapport à ça, il est important que les différents groupes ou mouvements aient quand même ce sens de l'acceptation mutuelle, de la tolérance et de l'ouverture pour accepter que nous nous asseyons ensemble et que nous recherchions les solutions. Bien que certains ne sont pas encore autour de la même table, les discussions se poursuivent. Mais nous espérons qu'avec les efforts qui se font par nous-mêmes, les membres de notre délégation, l'équipe de médiation et toute la bonne volonté autour de nous, nous ne perdons pas espoir que nous arriverons dans les semaines ou les jours à venir à avoir tout le monde autour de la même table. Pour l'instant, les dissensions entre groupes armés nés de la signature ou non du protocole d'entente du 12 septembre ne sont pas prêtes de se taire à Alger. Deux groupes de la plateforme d'Alger ayant signé le dit protocole d'entente doivent ainsi faire face à de sérieux remous en leur sein. Après le MAA loyaliste, en effet, le tour de la CPA, certains membres du mouvement ont décidé de démettre les premiers responsables pour faute grave, de quoi mettre un peu plus de pain sur la planche de la médiation. Et ce communiqué du parti Yéléma relatif à la mort de 5 casques bleus tchadiens suite à une attaque à l'engin explosif. C'est donc avec une profonde tristesse que le parti Yéléma a appris la mort de 5 casques bleus tchadiens le 18 septembre sur l'axe Aguelok-Tessalit suite à une attaque à l'engin explosif. Le parti Yéléma présente ses condoléances aux familles des soldats de la paix décédés, à la MINUSMA, au gouvernement et au peuple tchadien et souhaite un prompt rétablissement aux 3 blessés. Il en appelle aux autorités, à la communauté internationale et aux parties prenantes pour le respect des engagements pris dans l'esprit du processus de négociation et la paix au Mali.
Les négociations Union nationale des travailleurs du Mali UNTM gouvernement autour des 5 points de revendication du syndicat n'ont pas connu d'avancée significative. Elles ont été suspendues pour reprendre la semaine prochaine. Le ministre du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions que nous vous proposons d'écouter sur le sujet. Il est au micro de Mamoru Sidibé. Ce matin, nous nous sommes retrouvés effectivement avec le bureau exécutif national de l'UNTM pour poursuivre les discussions que nous avons entamées depuis quelques semaines maintenant. Nous avons exposé les contre-propositions du gouvernement qui ont été appréciées comme une avancée dans les attentes du syndicat. Nous n'avons pas pu totalement finir et nous avons décidé de continuer les négociations le mardi à 10h. Quels sont les points qui constituent aujourd'hui le blocage? Non, mardi, vous saurez, il n'y a pas de point de blocage. Il y avait 5 propositions, 5 points sur lesquels l'INTM avait fait des propositions et sur lesquels le gouvernement a fait des contre-propositions. Nous n'avons pas épuisé les 5 points. C'est mardi qu'on finira et vous saurez ce qu'il en sortira. L'UNTM, approché par les soins de notre reporter, n'a pas voulu se prononcer à ce stade des négociations. Et ce communiqué du ministre du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions communique en application des dispositions de la loi numéro 05-040 du 22 juillet 2005 relative aux fêtes légales en République du Mali. La journée du 22 septembre 2014, fête de l'indépendance du Mali, est chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. La 22e session du comité de gestion des activités aéronautiques nationales du Mali a débuté ce matin. Les sujets abordés au cours de cette session sont entre autres l'état d'exécution des résolutions et recommandations des précédentes sessions, avec surtout la relance des activités aéronautiques dans les régions nord de notre pays. Reportage Rachel Tessoubé. Madame Awaou Labouda, ambassadeur du Bénin en fin de mission au Mali, a rendu une visite de courtoisie au président de l'Assemblée nationale. Les deux personnalités ont échangé sur la coopération entre nos deux pays. La forte communauté béninoise au Mali est estimée à plus de 13 000 personnes. Par ailleurs, le président Yahi Boni a été l'avocat du Mali auprès de l'Union africaine et des Nations unies lors de la crise. Je suis arrivée pour remercier les autorités maliennes. Je suis en fin de mission. On a parlé de la coopération entre le Bénin et le Mali qui est vraiment bonne. De mon président a pris son bâton de pèlerin pour plaider la cause malienne. Le président du Parlement a également reçu les membres du réseau des défenseurs des droits humains. Ils ont présenté leur charte de collaboration et un document sur les violations des droits humains. Le but de notre présence était de faire le plaidoyer auprès du président de l'Assemblée nationale par rapport aux activités que le réseau des défenseurs des droits humains a menées, notamment le monitoring et la documentation des cas de violation des droits humains dans les régions du Nord, à savoir Gao, Kidal, Tombouctou, Mopti, Ségou, Akulikoro, le cercle de Kati et le district de Bamako. Il a été question de la justice transitionnelle parce que le rapport entre dans la stratégie de mise en œuvre de la justice transitionnelle au Mali. Le président de l'Assemblée nationale désire que les députés puissent comprendre tous les aspects des droits humains et la justice transitionnelle. À cet effet, il prévoit la tenue prochaine d'une journée d'échange sur les droits humains à leur intention. Vous aurez compris qu'on était à l'Assemblée nationale où le président de l'Assemblée nationale a accordé une série d'audiences à ces personnalités que vous venez de voir sur ces images. 100 tonnes de riz, c'est le don offert à notre pays par le gouvernement japonais. 100 tonnes pour appuyer les autorités en charge de l'humanitaire et 18 associations sont les bénéficiaires. Le commissaire à la sécurité alimentaire est au micro de Adama Koulibaly. Nous venons de procéder à la remise des vivres composés de riz japonais sur un don qu'on appelle le KRD. Et c'est effectivement un don que nous avons il y a quelques années. Et donc on a donné ça aux veuves, aux orphelinats, les pouponnières et des réfugiés qui sont de retour dans la zone de Nyono.
C'est une grande joie pour nous et surtout pour les bénéficiaires pendant cette période de soudure, compte tenu de la situation des prix sur le marché et du dénuement de certaines couches sociales. Donc c'est un acte de solidarité que nous avons beaucoup apprécié de la part du gouvernement japonais. Dans le cadre du repérage, nous avons notre dispositif ici de la sécurité alimentaire et nous avons une structure qui est spécialisée dans le repérage des personnes vulnérables, ce que nous appelons le système d'alerte précoce. Mais dans le cas d'espèces, nous avons procédé à un recensement par nous-mêmes ici au niveau de la ville de Bamako. Et aussi, n'oubliez pas que nous recevons des demandes d'assistance chaque jour. Et donc, c'est parmi l'ensemble de ces demandes d'assistance que nous avons fait un tri en mettant un groupe de responsables pour sérier les différentes demandes et retenir quelques-unes. Le forum sur l'orpaillage se poursuit au Centre international des conférences de Bamako avec au programme plusieurs présentations sur la problématique de l'orpaillage. On peut déjà dire que le forum a épuisé les 2/3 de son programme. Ambiance et travaux avec Alouseni Touré. En ce deuxième jour de son déroulement, le forum est entré dans sa phase active, celle consacrée aux exposés thématiques et aux discussions en plénière. Personnes ressources, techniciens, orpailleurs, tous envisagent l'éclosion d'un secteur minier où chaque acteur tient bien sa place dans l'intérêt du collectif national. Les techniques aidant, nous assistons présentement à une autre forme d'orpaillage que nous disons traditionnelle, mais beaucoup mécanisée, beaucoup plus mécanisée et de façon informelle. Parce que tout simplement, même si les textes juridiques existent qui organisent l'orpaillage, ces textes ne sont pas à la disposition des orpailleurs et des acteurs chargés de l'encadrement des orpailleurs sur le terrain. Les femmes sont confrontées au fait que le revenu est très faible. Ce que la femme passe toute la journée à travailler dans la piscine qu'on creuse, là, qu'on appelle en Bambara Dougousso, donc passe toute la journée à laver. Mais au bout du rouleau, ce que la part de la femme est très minime. Donc nous essayons de les aider pour qu'on élève ça, pour qu'on élève leur part. Et puis ce sont les femmes qui sont là à tirer dans le puits, et on laboure. Donc tout ça, leur part est très minime. Donc il faut vraiment des interventions pour que ces femmes-là puissent avoir au moins un minimum de droits. On a vu qu'il y a tout un désordre total qui existe dans ces zones. C'est-à-dire c'est des conflits d'intérêts personnels. Et aujourd'hui, nous voulons aller plus loin parce qu'on veut que les sociétés coopératives se prennent et digèrent les contrées. Au regard du déroulement des travaux, l'on peut raisonnablement espérer une bonne issue. Les propositions qu'on a, c'est surtout l'orientation des orpailleurs vers le couloir d'orpaillage pour laisser les superficies qui sont octroyées aux sociétés par l'État pour que les sociétés puissent travailler sur leur superficie. Sinon, l'orpaillage en tant que tel, ça ne gêne pas trop l'exploitation industrielle. Je pense que cette forum doit éclaircir le moment de travailler l'orpaillage au Mali. Parce qu'en tant que premier responsable des producteurs du Mali, on doit regarder clairement. Je ne dis pas que l'or ne fait pas un revenu au Mali. La plus importante, il faut qu'il y ait à manger. Et on n'aura pas à manger tant qu'il n'y a pas des hommes pour travailler. Et le moment de l'agriculture, les remarques qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est que tous les enfants qui devaient aller au sang sont au l'orpaillage. Nous pensons qu'il faudrait plus de sensibilisation afin que les uns et les autres puissent être dans leur rôle. Et si chacun jouait sa partition, nous estimons que dans les années à venir, dans les jours à venir, l'or, il brillera pour le Mali, il brillera pour les Maliens et ce serait pour le bonheur de tous. Cet optimisme devrait se confirmer ce samedi à l'occasion de la clôture des travaux et l'on peut déjà espérer une traduction de ces décisions dans les faits.
La délégation de la Banque mondiale poursuit sa mission dans les différentes localités dotées d'électrification rurale. Kouri et Rosso bénéficient de nos jours ces installations électriques qui changent le niveau de vie de population et facilitent le développement. Nos envoyés spéciaux, Mahamadou Doumbia et Ali Touré. Installé à l'entrée du village, Kouri est doté de l'électrification rurale. Avec 426 panneaux solaires d'une capacité de 100 kW avec 6 onduleurs, 550 clients sont servis en électricité 10 heures par jour avec un taux de recouvrement de 90%. Mieux, grâce à ces installations hybrides, solaires et diesel combinés par alternance, le village s'agrandit de plus en plus. Ces mêmes infrastructures sont installées à Yorosso grâce à Yelenkroa avec une capacité de 50 kW, 432 abonnés et un taux de recouvrement de 95%. Pour faciliter et mieux sécuriser les installations électriques, des kits solaires comprenant le panneau, le poteau, les câbles et leurs accessoires sont fournis par la société et leur entretien est mensuel avec un système de compteur prépayé déjà accessible. Souvent, on a un peu de difficulté à recouvrer parce que dans certains endroits, par exemple les cultivateurs qui ont de l'argent souvent par saison et qui n'ont pas de l'argent forcément par mois. Donc voici pourquoi nous aussi, en termes de politique de recouvrement, nous avons commencé à remplacer nos compteurs mécaniques par des compteurs prépayés pour permettre au fait à quelqu'un qui a 1000 francs, 2000 francs, 3000 francs de payer, d'avoir de l'énergie plutôt que d'attendre la fin du mois pour payer 30 000 francs ou 20 000 francs. Conscient de l'impact de l'électrification rurale indispensable pour changer le niveau de vie des populations et favoriser le développement, la Banque mondiale est prête à accompagner le processus. J'ai bien un plaisir de voir la professionnalité des opérateurs et je pense que c'est vraiment un bon signe. On a commencé dans le secteur de l'énergie rurale au Mali depuis 2007 et on va surtout continuer pendant les prochaines années avec le projet Cher, le système de vie de l'électricité rurale. Et bien sûr, Si à Yorosso, les investissements ont coûté 357 millions de francs CFA, à Kouri, elles ont coûté 783 millions de francs CFA, toutes financées par l'AMADER et la Fondation rurale Énergie des Pays-Bas. Une délégation de parlementaires maliens, la délégation vient donc d'effectuer à Dakar une visite de contrôle et d'évaluation des entrepôts maliens au Sénégal et Maz. Cette visite a permis aux députés de s'imprégner de l'importance des entrepôts du Mali au Sénégal et des défis auxquels la structure fait face. Suleiman Kantara Sissoko fait le point depuis Dakar. Malienne conduite par M. Iri Keïta, membre de la commission TP à l'Assemblée nationale, vient d'effectuer à Dakar une visite de contrôle et d'évaluation des entrepôts maliens au Sénégal, les EMAZ. Au cours de cette visite, la directrice des EMAZ, Mme Koulibaly Mariam Dolo, a donné de larges informations sur la structure, les missions, la situation financière et les perspectives. Dakar-Bamako est le seul corridor bénéficiant de 3 liaisons. 2 liaisons routières Dakar-Bamako par le nord et Dakar-Bamako par le sud et dispose également d'une liaison ferroviaire. Le port de Dakar offre des tarifs préférentiels pour des marchandises maliennes avec une réduction de 50% sur les redevances marchandises et 10% sur les locations en gare. Autre avantage du port de Dakar, ce sont les formalités douanières en ligne, le fonctionnement à flux continu du port. Cependant, l'on note le dysfonctionnement de la voie ferrée, le coût élevé de l'escorte douanière et des taxes divers, la non-application du transit routier inter-État et les tracasseries sur le territoire. L'objectif étant la réduction à 3 des postes de contrôle. Ensuite, les parlementaires ont visité les infrastructures des EMAZ dans la zone portière et à Bel Air, notamment les magasins, les terres pleines de stockage. Les députés ont pris bonne note. Auparavant, les parlementaires avaient été reçus par l'ambassadeur Moulay Ali Khalil Askofare, qui n'a pas manqué de souligner l'importance des EMAZ qui, avec l'appui du port, assurent 65% du trafic marchandises en direction du Mali. Donner une nouvelle forme de coopération décentralisée avec des programmes novateurs impliquant davantage les jeunes issus de l'immigration. Telle est la principale recommandation d'une séance de travail entre la délégation de l'ambassade du Mali en France et celle de la mairie de Montreuil. Le reportage de Tidjani Djimé Diallo avec la voix de Mohamed Ould Mamouni.
De belles perspectives pour la coopération décentralisée entre la ville de Montreuil en France et le cercle de Yélimane à Caille. Dans les semaines à venir, de nouveaux projets de développement impliquant les jeunes issus de l'immigration verront le jour. C'est ce qui ressort de la rencontre entre la mission diplomatique et consulaire du Mali en France et les responsables de la mairie de Montreuil. C'est un grand honneur pour le maire de Montreuil que je suis de travailler avec le Mali, avec la région de Yélimane. Et en recevant Monsieur l'ambassadeur, en me rendant bientôt au Mali, nous voulons approfondir la coopération avec le Mali, la développer, dire aux jeunes entrepreneurs maliens qu'ils sont les bienvenus, arriver ensemble à ce qu'il y a de meilleur pour nos deux pays, c'est-à-dire la coopération, le développement, l'amitié. Juste un souhait, que ce qui existe déjà soit renforcé, que ce qui va se faire soit encore plus beau que ce qui est aujourd'hui, et vraiment que, comme il l'a souhaité et que nous le souhaitons aussi, qu'il y ait une plus grande implication des populations, surtout les jeunes, dans le développement de leur territoire, mais aussi dans le développement et de leur pays d'adoption. Des instructions ont été données aux services techniques pour étudier les moindres détails de la mission prochaine du maire de Montreuil au Mali. Une mission qui devrait booster les relations déjà excellentes entre les deux municipalités. L'actualité sur le continent, le Libéria, la Sierra Leone, la Guinée-Conakry sont les pays les plus touchés par la fièvre hémorragique Ebola en Afrique de l'Ouest. Et le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni en urgence et a décidé de la création d'une mission des Nations Unies de lutte contre Ebola. C'est la troisième fois seulement que le Conseil de sécurité de l'ONU se prononce sur une crise de santé publique. Après les deux premières résolutions en 2000 et 2011 sur le sida, celle qui a été adoptée jeudi à New York vise à mobiliser la communauté internationale contre la propagation de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Le Conseil de sécurité annonce la création de la mission des Nations Unies pour la lutte contre Ebola. L'UNMEER aura 5 priorités. Stopper l'épidémie, traiter les malades, assurer les services essentiels, préserver la stabilité et prévenir d'autres épidémies. Le Conseil de sécurité qualifie de menace pour la paix et la sécurité internationale l'épidémie d'Ebola qui sévit actuellement en Afrique de l'Ouest. Le nombre de cas double toutes les 3 semaines. La situation est particulièrement préoccupante au Libéria. Nous essayons de traiter le plus grand nombre possible de patients, mais il n'y a pas assez de lits et de centres de traitement. Nous sommes obligés de refuser des malades et ils meurent devant nos portes. La forte mobilisation de la communauté internationale contre Ebola coïncide avec le rapatriement de la première Française contaminée par le virus. La jeune infirmière volontaire de Médecins sans frontières, ramenée d'Afrique de l'Ouest, a été conduite sous forte escorte policière dans cet hôpital militaire en région parisienne. Elle reçoit des traitements. Elle a reçu dès son transfert un traitement expérimental et elle est donc aujourd'hui soignée dans les meilleures conditions possibles. La jeune infirmière contaminée au Libéria est installée dans une chambre de confinement où une équipe médicale spécialisée lui est affectée. Paris a autorisé à titre dérogatoire l'importation et l'utilisation de plusieurs traitements expérimentaux pour les personnes contaminées par le virus d'Ebola. Ebola, on en parle encore, plus spécifiquement en Guinée-Conakry. Une campagne de sensibilisation a tourné au drame. Premier sujet de ce qui fait le reste de l'actualité sur le continent sous forme de télégramme. En Guinée, une campagne de sensibilisation contre Ebola tourne au massacre. 8 personnes venues informer les habitants de Nzérékoré sur le virus ont été tuées à coups de pierre et de bâton. La population les accusait de vouloir les tuer avec Ebola, une maladie inventée selon eux par les Blancs pour tuer les Noirs. Réaction choquée des autorités guinéennes. Le gouvernement condamne avec la plus ferme énergie l'assassinat de citoyens guinéens.
Les résistances locales et le déni face à cette maladie très meurtrière rendent parfois difficile la lutte anti-Ebola. La sensibilisation est pourtant vitale alors que le virus a déjà fait plus de 2600 morts en Afrique. Première visite officielle en France du chef de l'État malgache élu au début de l'année. Le président Hollande s'est dit soulagé du retour de la stabilité politique à Madagascar après 4 ans de contestation tumultueuse. Ce chapitre est clos, affirme le président Ratsonariampian, pressé de relancer l'économie nationale. On a passé une étape importante au niveau politique à travers des élections transparentes, démocratiques. Donc aujourd'hui, Madagascar est un chantier au niveau économique. Madagascar est un pays d'opportunités aujourd'hui. Paris a déjà débloqué 25 millions d'euros pour le développement de Madagascar. Le bilan ne cesse de s'alourdir au Nigeria. Une semaine après l'effondrement d'un immeuble appartenant à un célèbre télévangéliste nigérian, 17 nouveaux corps de fidèles sud-africains s'ajoutent aux 67 autres dépouilles déjà découvertes sous l'édifice. L'Afrique du Sud, très choquée, évoque une catastrophe nationale. Selon les autorités nigérianes, 300 adeptes étaient présents lors de l'effondrement. Mais les responsables religieux du site ont attendu 3 jours avant de laisser passer les sauveteurs, déclenchant une forte polémique. Une enquête est en cours. Pèlerinage 2014, nous poursuivons avec la série de découvertes des lieux de Ziyara. À l'instar des autres musulmans, les pèlerins maliens sont allés à la découverte de la Raouda. Raouda, c'est l'endroit où repose le prophète Mohammed, paix et salut sur lui et ses compagnons. Et la Raouda est située à l'intérieur de la grande mosquée de Médine. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux, nos futurs El Hajj, Moussa Ari Meiga et Ismaël Ouedraogo et Modibo Fofana. Ici, nous sommes à la grande mosquée du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, à Médine, au cœur de la Raouda ou le jardin du paradis. Là, la prière de 2 rakats seulement suffit à tout pèlerin pour se faire ouvrir les portes du paradis. Parole du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. La Raouda, c'est aussi la tombe du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. C'est là que repose le prophète, dans sa propre maison, au cœur de la mosquée du même nom, une œuvre architecturale exceptionnelle, grandissime à la dimension de la grandeur de l'islam et son prophète Mahomet, paix et salut sur lui. Mieux, écoutons à présent les spécialistes de l'islam. La Raouda représente le jardin du paradis sur la terre. C'est une recommandation du prophète alayhi salam de faire 2 rakats dans la Raouda lorsqu'on a la chance, le privilège de venir à sa mosquée à Médine. Et ces 2 rakats-là, quand vous le faites, il y a des avantages. Okay. D'abord, c'est fait dans le paradis. C'est comme si tu avais accompli 2 rakats dans le paradis. Ça, c'est un. De 2, le prophète paix et salut sur lui garantit son intercession pour toi les jours de la résurrection. C'est-à-dire les jours du jugement dernier, le prophète interviendra en faveur de ceux qui ont accompli 2 rakats dans cette partie de la mosquée, qui est appelée Raouda, qui est collée à sa maison. C'est pourquoi le prophète paix et salut sur lui, il est appelé l'intercesseur. Le jour de la rétribution, c'est lui seul qui peut intercéder en la faveur de sa communauté et peut-être d'autres communautés également. Donc c'est comme si le prophète intervenait pour racheter leurs péchés et qu'ils puissent accéder au paradis. Donc quand vous avez la chance d'accéder dans la Raouda, vous l'avez vu avec nous, ce n'est pas du tout facile. Il te faut 4 heures ou 5 heures de temps d'attente et il faut être persévérant, endurant, n'est-ce pas, pour pouvoir atteindre la Raouda. Et en plus, quand vous rentrez dans la Raouda, c'est même pas facile de faire les 2 rakats puisqu'il n'y a pas d'espace entre les gens. Donc c'est pas une chose facile. Et là déjà vous avez une garantie que vous avez, inch'Allah, l'accord d'Allah subhanahu wa ta'ala d'accéder au paradis. Puisque la Raouda, c'est une partie du paradis, selon le hadith du prophète paix et salut sur lui. Or, dans tout ce que les oulémas nous disent concernant le paradis et l'enfer, oui, certaines personnes peuvent rentrer dans l'enfer et sortir après. Mais on ne rentre pas dans le paradis et ressortir. Ça n'existe pas. Donc, si vous avez eu la chance de rentrer dans la Raouda ici, vous êtes rentré dans le paradis. Et c'est pour y demeurer.
Moussa Ari Meiga qui répond ainsi à l'appel de Dieu. Deux localités de la commune rurale de Welesebougou à 80 km de Bamako, en deuxième région, disposent désormais de salles de classe. Ces infrastructures qui ont coûté la somme de plus de 32 millions de nos francs sont l'œuvre de l'honorable Adama Tidiane Traoré, un enfant de la localité qui ambitionne de voir ses frères et sœurs les maintenir à l'école. L'honorable Bourama Tidiane Traoré est au micro de nos envoyés spéciaux Sidi Modibo Dambélé et Abdraman Meiga sur le sens de son initiative. Aujourd'hui, c'est deux villages, Mpiabougou, qui est dans la commune rurale de Welesebougou, qui a eu une école primaire depuis 1976, qui attendait un second cycle, qui partait à Welesebougou à 10 km, loin des parents. Et je pense quand même que des filles, des jeunes garçons, c'est extrêmement très difficile. C'est une charge supplémentaire, c'est des dépenses supplémentaires. Il faut chercher des vélos, il faut chercher des motos pour qu'ils se déplacent. Ces motos, il faut du carburant, aux frais des parents. Moi, je pense quand même qu'aujourd'hui, ils ont un second cycle. Aujourd'hui, ils peuvent faire la 7e année, 8e année, 9e année, avoir le certificat de DF là-bas, devant les parents. Moi, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement très important. Sikoro, là où on est aujourd'hui, depuis 1960, où le pays a pris son indépendance, jusqu'à présent, il n'y avait pas d'école. Ces réalisations vont maintenir les enfants à l'école aujourd'hui. Je suis sûr. Vous avez vu l'engouement de la population, comment nos braves femmes sont extrêmement très contentes aujourd'hui. Ils savent qu'ils vont plus se réveiller à 4 h du matin pour préparer pour les enfants. Les enfants vont maintenant se réveiller, manger à 7 h, se préparer, aller à l'école à 8 h, à 5 minutes, alors qu'avant c'était 1 heure de temps, c'était 1 h 30 minutes de marche pour aller à l'école. Ils sont débarrassés maintenant de ça. Moi je pense que ça va les motiver et ça va les encourager davantage à inscrire massivement. La section RPM, Rassemblement pour le Mali de Dioïla et les partis alliés, sont célébrés l'an 1 du président Ibrahim Boubacar Keïta au pouvoir sur la place publique de la ville de Dioïla. Les militants ont fait le bilan des réalisations et dégagé les défis à relever pour le bien-être des populations. Et selon les militants du parti présidentiel, le bilan est positif avec entre autres la réduction du prix des intrants, des frais de pèlerinage, l'affectation de 15% du budget au monde rural. Agali Aguissa. Septembre 2013, septembre 2014, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a un an au pouvoir. Et cela s'est fait dans le cercle de Dioïla. Les militants de la section RPM et partis alliés ont célébré l'événement avec pompe. Une occasion pour se prononcer sur les 12 mois de gestion du pays. À l'heure de ce bilan, plusieurs images défilent en même temps que des faits significatifs qui expliquent l'évolution du pays au cours des 12 derniers mois. Le rabattement du prix des intrants agricoles, engrais subventionnés de 12 500 à 11 000 francs, 15% du budget national au profit du monde rural. Beaucoup reste à faire. Le chantier de la réconciliation, la réforme de l'armée, la situation de l'emploi. Il s'agit de prendre en compte ces défis pour combler les nombreuses attentes de la population. Le Banigo est englouti. Donc, Dioïla, Bougouni, il faut que ça soit relié. Il n'y a pas de centre de santé efficace. Chaque fois, l'ambulance passe toujours pour Bamako. On avait besoin d'ambulances, mais aujourd'hui, on a reçu deux ambulances. Une à Fana, l'autre à Dioïla. On veut que la route continue jusqu'à Massigui. Le problème d'adduction d'eau et l'électricité. Dans la capitale du Baninko, la section RPM est l'allié d'environ 7 formations politiques qui sont toutes venues dire au revoir à l'an 1 du pouvoir Ibrahim Boubacar Keïta. Sport football championnat national de Ligue 1. Hier, on a disputé la 30e journée et dernière journée en prime, le sacre du stade malien de Bamako. Les Blancs décrochent leur 16e titre de champion de l'histoire après avoir battu 1-0 les 11 créateurs de Nyarela. Saragatou Sissé a suivi pour nous cette soirée, dit-il, colorée du stade malien de Bamako. On va le suivre.
Le titre de champion, ça se fête. Des joueurs euphoriques, des supporters au 7e ciel, un encadrement aux anges. Le Stade Malien de Bamako a vécu des émotions ce jeudi 18 septembre 2014 à l'occasion de la 30e et dernière journée du championnat national de Ligue 1. Face aux 11 créateurs de Nyarela, le Stade Malien de Bamako a accompli la mission. 1-0 grâce à un autogol de Moussa Sissoko sur une tête du défenseur Mamadou Doumbia à la 26e minute. Ce titre de champion, le 16e du Stade Malien de Bamako, a été enlevé de haute lutte. Un sentiment de fierté. Fierté d'avoir donné le titre au stade. Puisque vous le savez, j'ai été joueur au stade. Vous voyez ces jeunes-là, sur les 18, sur la feuille de match, il y a 10 qui sont jeunes, qui sont juniors. Donc là, c'est un sentiment de fierté pour moi et pour le groupe, pour dire que c'est une équipe d'avenir. Ouais, je suis très content ce soir parce que c'est ma première année avec le grand club. En plus, j'ai eu le trophée, donc je remercie le beau Dieu. En attendant la remise officielle du trophée aux champions, les joueurs savourent le parcours parsemé d'embûches. Les meilleurs buteurs de la saison sont Abdoulaye Diarra du COB et Mokhtar Mohamed Sissé de l'ASR avec 15 buts chacun. Le Stade Malien de Bamako, premier 67 points, et le COB, deuxième 62 points, joueront la saison prochaine en Ligue des Champions. Les 11 créateurs de Nyarela, vainqueurs de la Coupe du Mali, et le Djoliba AC finaliste, représenteront le Mali en Coupe de la Confédération. Le fils du Niger Sport de Ségou, 14e 21 points, le Djobo Club de Mopti, 15e 19 points, et le 8 FC d'Agarhak, 16e 11 points, sont relégués en deuxième division. À l'inverse, le Mamaïra AC de Kati, la Sabana de Mopti et l'Avenir AC de Tombouctou goûteront aux délices de la Ligue 1. Voilà, c'est donc tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je rappelle que nous sommes partis pour un long week-end. Je dis bien nous sommes, nous, on n'en fait pas partie. Demain, Amadou Sankaré sera sur ce plateau pour le journal de 13h et je me ferai le plaisir d'être là pour les éditions du soir. Excellent week-end à vous autres. Au revoir.